bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans la pluie et le beau temps, moi c'est So Spencer et comme chaque semaine, je suis avec ma team, Florence et Leïla, ça va les filles? Salut. C'est quoi l'humeur du jour? On s'installe L'humeur du jour c'est pressé là. Ouais, alors là c'est le rush. C'est vraiment le rush pour la France qui nous écoute. On est en train de s'installer, l'émission ne vient que de commencer. Bon, en tout cas, c'est le rush, mais comme tous les mardis, on va passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, elle a brillé tout au long de sa carrière dans l'aventure et pourtant, sur les réseaux sociaux, Ebony, 20 ans, finaliste de la 12e saison de la Star Academy, a reçu une vague de haine, témoignant d'un racisme et d'un sexisme décomplexé. On revient ce soir sur le fléau de la misogynie noire, une discrimination encore trop méconnue qui touche les femmes noires dans le monde. Ouais, et on va aussi parler du coup de la place des personnes issues des minorités sur le petit écran, que ça soit dans les télécrochets, dans la télé-réalité, la présentation d'un JT ou encore les premiers artistes noirs à être passés à la télé. La réalisatrice néerlandaise Alina Rage signe son 3e long métrage et revient avec le film Baby Girl, un thriller érotique inspiré du genre des années 90. L'actrice Nicole Kidman y incarne une cinquantenaire de pouvoir qui assume pleinement la nature de ses désirs les plus inavouables face à un compagnon plus jeune. Le cinéma, outil d'émancipation féministe, c'est notre 2e sujet du jour. Ouais, on aura aussi l'occasion de parler entre autres de l'audacieux film de Noémie Merlan qui a tant fait pleurer les hommes, les femmes au balcon. Puis on viendra aussi sur des problématiques de l'époque, des films problématiques de l'époque qui ont contribué à nous éduquer à désirer la violence. Et oui, comme d'hab, on revient cette semaine avec 2 gros sujets d'actu, culture et société d'hier et d'aujourd'hui. Restez branchés, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de la pluie et le beau temps. Let's go. La pluie et le beau temps. Alors ce samedi a eu lieu la grande finale de la Star Academy saison 12. Après 15 semaines de compétition, c'est Marine, la jeune Lilloise de 24 ans qui a remporté l'émission face à Ebony, 20 ans, la 2e finaliste. Est-ce que vous avez regardé la finale, les filles? Ouais, moi non, j'ai pas suivi et je suis pas jeu télé en plus. C'est vrai, toi t'es pas trop télé-crochet. Toi Flo, par contre t'étais à fond. J'ai adoré cette saison de la Starac. Et toi? Ouais, j'ai regardé. T'as regardé juste sûr. la finale ou t'avais suivi J'avais suivi quelques quotidiennes, j'étais tombée sur quelques primes, mais là j'ai regardé vraiment de A à Z. Okay. Et je pense qu'on n'était clairement pas les seuls devant nos télés, puisque TF1 s'est félicité de son excellent score d'audience. L'émission a signé son record de saison en rassemblant 4 millions de téléspectateurs. Et au-delà du fait que les scores ont été globalement bons sur l'ensemble de cette saison, je pense que ces audiences spectaculaires ne sont pas un hasard. Alors vous l'avez très sûrement entendu, cette finale était particulièrement attendue puisque l'une des 2 finalistes, Ebony, a été visée par des attaques racistes et sexistes depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, ce qui a donné à cette finale limite un goût politique. Ça faisait un peu politique quoi. Mais tout est politique. Tout est politique si on écoute Flo. En tout cas, je trouve que c'est hyper nul parce que ça dénature complètement l'essence même de la Starac qui est censé être un programme familial. On valorise normalement le talent musical seulement, mais là c'était pas le cas. On peut aimer ou non une personne artistiquement, mais pour le reste, moi je trouve que c'est catastrophique ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, l'association SOS Racisme a porté plainte en dénonçant des attaques orchestrées par une fachosphère qui instrumentalise chaque occasion pour promouvoir une vision racialisée, excluante et profondément réactionnaire de la société. Donc ça, ce sont leurs propos. Et toute cette polémique a créé un élan de solidarité envers Ebony, qui est d'origine martiniquaise et guadeloupéenne. D'ailleurs, elle est la fille de Thierry Cam, un chanteur qui est très populaire en Guadeloupe, et on se souvient de son classique de l'an 2000, Océan. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi. Si c'est moi, je la mets jusqu'à la fin. Franchement, on la laisse. Te prouver mon amour. On a dit on laisse, on n'a pas dit on chante. Oh, Thierry Cam, So Spencer, c'est quoi la différence? Alors face à cet élan de solidarité, TF1 avait même décidé d'ouvrir les votes aux Antilles, mais aussi à La Réunion, à la Guyane, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barth par SMS. Alors on pensait que ces résultats allaient être serrés, mais non. Finalement, Marine a remporté l'aventure à 65% des votes contre 35%. Je trouve que Ebony s'est quand même bien battue. Je sais pas pour toi Flo, mais mon moment préféré, ça a été son duo avec Franck. C'est un autre participant de l'aventure avec qui elle est devenue très amie. C'était un peu le duo tous les deux. Et ils nous ont interprété It's a Man's World de James Brown. On les écoute. This is a man's world. Don't you worry nothing. Et c'était beau quand elle a choisi aussi de faire sa demi-finale avec lui. Moi, c'est le seul truc que j'ai vu avant toutes les polémiques et avant la finale. Et en disant justement comment ce sera 1-2-2 qui sera en finale. Ouais. C'est vrai. Mais au final, c'était un peu comme des frères et sœurs.
J'espère qu'ils vont nous sortir un petit titre à deux. Ouais, Parce un petit que... duo, et même c'est important pour la représentation. Exactement. d'avoir, Franck est d'origine congolaise, pour Ouais. ceux qui ne savent pas, et il est très 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 talentueux. Alors félicitations à Marine aussi, qui a remporté un contrat chez Sony Music et 100 000 €. Alors toi Flo, comment t'as vécu cette finale samedi ? J'étais super triste samedi de la défaite d'Ebony qui a vraiment brillé, je trouve, toute cette saison, et d'autant plus, comme tu le disais, So, qu'elle a été victime d'une vague de haine raciste et sexiste de la part de téléspectateurs. Malheureusement, c'est hyper banal quand même dans l'histoire des femmes noires. Ouais, et dans son cas, c'était surtout via les réseaux sociaux. Ouais, par exemple sur X, donc anciennement Twitter, elle se fait insulter de guenon, entre autres, ou encore certains internautes ont vu dans sa manière de se comporter ou de danser de l'arrogance et de la vulgarité. Et le pire dans tout ça, c'est que toute cette haine, elle n'était même pas en mesure de le voir quand elle était au château, mais elle en était quand même consciente. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle avait choisi d'interpréter le titre « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch sur un de ses primes comme un message de tolérance. Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Elle était sublime cette prestation, je trouve, et je me dis que ça doit être horrible depuis qu'elle est sortie de faire face en fait à tous ces messages, même si elle s'en doutait. Grave, et ce phénomène s'appelle la misogynie noire. C'est ça, du coup c'est un terme qui est peu connu et qui a été créé en 2008 par l'universitaire Moya Bailey pour décrire la double discrimination subie seulement par les femmes noires. C'est quelque chose qui remonte à l'époque coloniale où en fait les femmes noires elles étaient placées tout en bas de l'échelle sociale et où on se servait de stéréotypes mais complètement inventés pour justifier la manière dont on les traitait. Par exemple, ça servait à pouvoir les violer sans culpabilité puisqu'elles l'auraient cherché. C'est ce même mécanisme qu'on continue d'utiliser aujourd'hui malheureusement. Ouais, et on prête toujours aux femmes noires des clichés pour les humilier. Ouais, donc il y a celui de la femme noire en colère qui serait agressive, celui de la femme noire nounou qui serait complètement asservie. On dit aussi que les femmes noires sont des assistées sociales qui éduquent mal leurs enfants ou encore on cesse de les hypersexualiser. Et évidemment, ça a des conséquences. On peut citer le domaine médical où en fait, à force de penser que les femmes noires résistent mieux à la douleur que les autres, elles ont 3 fois plus de risques de mourir d'une grossesse. Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, on est toutes les 3 racisées. Moi, je voulais vous demander, les filles, est-ce que vous subissez aussi cette misogynie noire et vous la ressentez surtout? Moi, je pense que c'est dans l'agressivité que je peux la ressentir. Ou dans tous les trucs dont on parle de confiance en soi. Et du coup, est-ce que tu oses quand même te mettre en colère ou tu te dis, mais en fait, après, il va dire que... Ah non, moi, je me mets en colère. Franchement, au pire, tu diras que je t'ai frappé si tu veux, que tu te sens menacée. Mais... D'autant plus qu'on est conscient de ce que c'est. Parce que on est directement confronté à ça et mais justement certaines se bribent du coup et sont en mode en fait faut que je me monte toute douce, faut que que je laisse passer, c'est ça. Et après je pense que ça dépend aussi de ton environnement social, tu vois, si tu taffes, enfin ça dépend d'où tu taffes, ça dépend tellement de trucs. Ouais, je dirais aussi que ça dépend aussi de ton entourage parce que c'est moins fréquent quand tu traînes avec des personnes qui te ressemblent, donc forcément tu vas pas le prendre de pleine face, tu vois. Ouais, mais je pense même qu'en traînant avec des gens qui te ressemblent et admettons tu travailles dans un endroit, c'est même pas une question de caractère, tu vois, tu travailles dans un endroit où tu t'es déjà, je sais pas moi, disputé avec quelqu'un, on a dit ouais, maintenant elle me fait flipper, machin, du coup tu te dis ah mais il y a le travail qui prend en compte, enfin tous mes collègues doivent se dire ça doit être un ou truc même ce que tu dis d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes noirs qui justement font subir de la misogynie noire. Oh et oui, là c'est encore ça c'est une vraie problématique dans la communauté noire plus et ça mal revient pris parce qu'on se dit en fait non parce que et toi, ça revient censé, beaucoup des hommes noirs, j'ai déjà posé cette question plusieurs fois qui m'ont déjà dit à chaque fois que j'ai rencontré une femme noire, elle était trop agressive, elle avait trop de critères, trop exigeante. Et ça revient beaucoup. Et trop confiance en elle, des trucs comme ça. Donc, comme quoi, c'est de partout en fait. Toi, tu l'as déjà ressenti ? Ouais, moi je pense surtout dans le dating. Ok. Où en fait, t'es. La fétichisation. Ouais, déjà à fond, mais aussi des surnoms que t'as pas envie de. Enfin, genre tigresse. On t'a déjà dit tigresse ? Ah ouais. Mais tu sais, pour ça, je peux vraiment sortir mes griffes. Genre, pour de vrai. On est en quelle année ? Non, genre, mais vraiment. En Big 2025, oui, 2024. et surtout, c'est horrible. Enfin, moi, genre, par exemple, j'étais sur la plage et moi, j'ai un peu des vergetures. Et on me sort ça et je dis,
Waouh. En fait, c'est trop chiant. Ça, tu vois, ça, source d'embrouille. Bah oui, non, mais source de ciao. Enfin, déjà. Au-delà de ça. Non, ça. Ça, c'était sûr. Waouh, c'est du chaud. coup, la question maintenant, c'est quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Une des solutions, ce serait une meilleure représentation audiovisuelle des femmes noires. On se rend pas compte du poids des médias et du cinéma dans l'éducation de nos imaginaires. Et finalement, c'est aussi à force de continuer à avoir des modèles pas ok qu'on continue à intégrer et ancrer ses pensées. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'actrices qui regrettent certains de leurs anciens rôles. Ouais, bah oui. Parce que du coup, ça véhicule encore cette image-là. Ouais, après, je sais pas si on peut leur en vouloir d'avoir accepté ces rôles-là, parce qu'il y a peut-être aussi un truc de c'est précaire et j'ai envie d'y accéder. Et je pense qu'il y a un moment, c'était... en fait, on voit pas assez les minorités. Si pour qu'on nous voit, faut qu'on fasse ça, ok, tu vois. Sauf que bien plus tard, il y a eu une vraie prise de conscience et mais le problème, il y a plein d'actrices qui ont dit mais attendez, c'est quoi ces rôles, que ce soit prostituée ou femme de ménage, etc. aussi qu'on continue de les faire parce qu'on se dit qu'on accepte. Enfin, c'est compliqué. Mais en fait, tant qu'il y aura des gens qui vont continuer à accepter, qui se mord à la queue, t'as raison. Pour revenir au cas d'Ebony, moi je trouve que ce qui est beau à voir aussi, c'est qu'il y a eu aussi de plus en plus de soutien. Oui, elle avait notamment été soutenue par Aya Nakamura. Et oui. Et Aya, c'est un soutien qu'en dit long, puisqu'elle aussi, elle avait subi des vagues de haine raciste et misogyne depuis le début de sa carrière. Et c'est de mal en pire au fur et à mesure qu'elle monte dans le star system, comme on dit. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on a largement parlé. Dis-moi, Leïla. Ouais, non, mais c'est parce que Aya, elle le disait aussi dans une émission, elle était invitée à C'est à vous, et elle disait, en fait, je sais que je suis la première, donc j'ouvre un peu la route, et je sais que c'est moi qui vais tout me prendre. Exactement. Pour que les autres, elles puissent passer, quoi. Mais elle-même, elle avait fait aussi une interview à l'ancienne chez Click, du coup, avec Mouloud Achour, où elle disait que elle, ça lui était tombé dessus, genre en mode, mais c'est quoi ça? Mais tu surtout qu'elle disait qu'avant, elle l'avait jamais perçu. Et c'est en fait en devenant connue qu'elle s'est rendue compte, ça existe ce genre de discrimination. Elle a toujours été elle, et puis du jour au lendemain, on lui dit misogynoire. Bah, ok, d'accord. Tu vois, ça passait par deux trucs de tu ressembles à un homme juste parce que t'es noir, enfin ce genre de choses. Et le climax a été les JO, où même Izo aussi a pris beaucoup. Exactement. Bref, c'était horrible, mais on en a beaucoup parlé dans une émission l'année dernière, si ça vous intéresse. Ouais, c'était l'émission du 12 mars 2024, justement pendant la fameuse polémique sur les Jeux Olympiques. Donc vous pouvez la réécouter sur l'application Radio France ou même sur la deuxième chaîne YouTube de Move. En tout cas, concernant Ebony, ça n'a pas été la seule à avoir été cyberharcelée. La haine en ligne vise de plus en plus de participants des téléréalités, c'est trop facile. Pourtant, les producteurs continuent quand même d'assurer le spectacle et parfois ils donnent même l'impression d'en jouer, j'ai l'impression. Ouais, on a l'impression que les participants issus de minorités, ils sont condamnés à briller, mais que temporairement, sans vraiment être couronnés ou valorisés. Et du coup, une grande partie des candidats noirs, maghrébins, asiatiques ou d'autres minorités visibles se retrouvent cantonnés à des rôles prévisibles, comme celui de la diva, du fouteur de merde, du moqueur ou de celui qui est à la limite de la violence à chaque fois. Et c'est pas du tout qu'une question de personnalité, parce que la télé-réalité, on le sait, c'est scénarisé. C'est aussi ce qu'on choisit de montrer d'eux et aussi là où on les attend. Et si on prend l'exemple de la Villa des Cœurs Brisés, donc un programme de dating avec Neverly, donc une femme noire qui n'attirait aucun de ses prétendants ou d'autres candidats et qui est restée du coup dans l'ombre des autres candidates à majorité blanche, elle du coup. Ouais, et quand c'est des hommes noirs, c'est aussi problématique. Ouais, en fait, eux c'est dans un autre registre parce qu'ils sont valorisés qu'à travers un prisme de désir exotique. Leur présence dans les shows, elle se réduit à l'idéologie de l'homme noir athlétique entre guillemets, charismatique ou sexuel, qui plaît mais qui s'impose jamais dans un rôle véritablement central ou valorisant. Et même pour en revenir aux télécrochets comme la Starac, The Voice ou même encore Koh-Lanta sur un autre registre, c'est vrai que les candidats racisés en sortent rarement gagnants. Ouais. Assez rare. Et la majorité des gagnants correspondent à une norme blanche, alors que l'identité et les origines des candidats issus de minorités, elle est souvent utilisée comme un gage d'authenticité et une partie de leur personnage dans leur portrait, tu vois toujours qu'ils parlent de leurs origines. Et en fait, les exceptions qui confirment la règle, elles sont super récentes. C'est Mohamed Sheikh et Maury de Top Chef. Et donc ça, c'était il y a peut-être 2-3 ans, tu vois. Du coup, Mohamed, c'est 2021. Ouais, on a été regarder s'il a ouvert un restaurant pour lui donner la force. Maury aussi. Mais du coup, il faut pas que ça soit les arbres qui cachent la forêt des nombreux autres talents qui parviennent jamais à briller, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, ils sont très souvent très talentueux. Oui, et puis même quand ils le sont pas, ils le sont pas au même niveau que des candidats blancs qui sont pas talentueux, tu vois. Malheureusement. Et le problème, en fait, c'est pas le manque de diversité, mais c'est la manière dont les minorités, elles sont représentées.
représentés et les rôles qu'on leur donne. L'enjeu, c'est de reconnaître du coup que les participants issus des communautés, de ces communautés-là, sont pas là pour remplir un quota de diversité, mais qu'ils ont des histoires, des talents, des personnalités dignes d'être valorisées, sans forcément être réduits à des stéréotypes. Et la vraie question, c'est pourquoi ils ne sont pas représentés de manière authentique et égalitaire dans ces formats-là. Donc les productions, répondez-nous s'il vous plaît. Et du coup, il faut changer la manière dont on fait les castings, mais aussi la manière dont les productions elles conçoivent les émissions. Parce que si des personnalités comme Maury ou Mohamed de Top Chef ont pu émerger, c'est parce qu'elles étaient jugées sur leurs compétences et non sur leur appartenance à une communauté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était totalement normal et c'est ce que ça devrait être tout le temps en fait. Et Mohamed, il avait participé à un documentaire sur la représentation des Maghrébins en France. Et il avait dit que quand il avait gagné, il était allé voir les gens d'M6 en disant mais est-ce que j'ai vraiment gagné, ou vu que là c'était la première fois du mal à y croire en fait. Oui, qu'il y avait un Maghrébin en finale et du coup vous l'avez fait pour les quotas, et ils lui ont dit ah non mais il y a des huissiers, c'est quelque chose de très sérieux. Bien. Pour le coup très bien. Et lui, c'est horrible de se poser cette question et de douter de ses compétences du coup et de se dire je dois être un quota. Pas forcément. Non mais c'est triste et c'est malheureux. Pour le coup, ça fait tellement d'années qu'il n'y a pas de représentation que je peux comprendre une réflexion comme ça. Je pense que c'est le premier, tu vois. Ouais, carrément. 19h16 sur Move en direct de La Pluie et le Beau Temps, votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et c'est aussi l'émission où toutes les trois on vous dit ce qu'on pense des sujets abordés. Green flag. Red flag. Alors Florence, t'as un green flag concernant la Starac que t'as beaucoup suivi du coup. Ouais, parce que donc je reprends ce que tu disais tout à l'heure en disant que c'était politique cette année-là et je trouve que ça a été d'une bonne manière parce qu'il y a eu un gros tournant féministe aussi à la Starac. Ça a été souvent remarqué à travers le personnage de Marguerite qui était ma candidate préférée et du coup elle n'hésitait pas à se moquer des hommes, leur masculinité toxique, et en fait il y avait des séquences qui étaient trop marrantes avec Maya et Bonnie notamment, et je trouve que ça fait du bien à un show où tu te dis que des millions de ménages vont le suivre et du coup c'est transmis de manière hyper légère et tout, donc trop chouette, et ça change de dans les années 2000 où la Star Academy c'était problématique land, la taille de son soutif par rapport moi je me souviens de la saison 1 régime. C'est ça, avec comment il s'appelle Jean-Pascal qui veut pas danser, Georges Alain. Ouais, je sais plus, il avait dit PD, non? Ouais, il avait ça dit c'est Jean-Pascal, je vais pas danser, c'est un truc de PD. C'est vrai. Ouais, si tu regardes les quotidiennes aujourd'hui, tu dis waouh, c'est passé à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ok, Leïla, toi, c'est quoi ton green? Moi, c'est que ces dernières années, on comprenne que la télé-réalité, c'est quand même un bon indicateur de ce qui se passe dans notre société. Et que c'est un peu ce qui se passe à l'écran, c'est un peu le reflet de ce qui se passe ici. Exactement. Et du coup, juste on voit des comportements comme ceux qu'on peut avoir. Qu'ont pu avoir les internautes à l'égard de Ebony ou encore Neverly. Et je trouve c'est pas des trucs qui sont propres à elles, mais des trucs que des femmes noires subissent au quotidien. Totalement. Donc ça participe aussi au fait, je trouve, que ce soit moins méprisé comme genre. Et c'est bien, voilà. Moi je trouve que et que là il y a des médias sérieux qui étaient obligés d'en parler. Je me suis dit et pas qu'un d'ailleurs, on a entendu parler de ça toute la semaine, et d'ailleurs ça a provoqué cet élan de solidarité qui pour le coup est mon green aussi. Premier vote de ma vie. Et pourtant vous savez que je suis une accro des télécrochets, en tout cas quand j'étais plus jeune et tout. Première fois que je vote, je me suis dit même si elle gagne pas, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice, et ça m'a fait plaisir de le faire, de donner 99 centimes à TF1, mais au moins voilà, j'ai eu plein de gens sur Twitter qui disaient oui, comment on se fait rembourser? Rendez l'argent. Mais c'est vrai que pour le coup, beaucoup de personnes noires se sont retrouvées en elles dans cette polémique qui de base n'avait pas lieu d'être, donc c'est quand même un raid camouflé parce qu'on soutient parce qu'il y a ça, et normalement on devrait soutenir de base, mais c'est quand même beau de voir cet élan de solidarité. C'est quoi vos red flags, Flo? Moi je suis inondée de contenu Star Academy sur les réseaux sociaux. Mais ça doit être ta bulle, parce que moi j'ai eu aucun contenu. Moi j'ai plein de potes qui moi juste TikTok regardent. pareil, inondée. J'en peux plus, moi c'est tout et en fait je peux plus scroller tranquille, enfin laissez-moi respirer. Moi j'ai rien eu de la Starac à part quand il y a eu tout ce qui s'est passé autour des Bonnie. Mais c'est ton algorithme en fait, c'est parce que tu dois voir. Mais moi j'ai regardé, genre une fois j'ai dû faire une recherche et maintenant je suis foutue et j'essaie de faire plein de recherches un peu alternatives et ça marche pas. Cookies. Ça va passer. Chat mignon. Et j'en peux plus, sachant que vraiment la commu, enfin ceux qui soutiennent les gens de la Starac, qui sont quand même très présents quoi. Enfin genre comme les fans de Britney et tout. D'accord, écoute, ok, d'accord. Leïla, ton red flag. Moi mon red, c'est que j'ai un peu l'impression que ça changera jamais au niveau des stéréotypes sur tous les candidats de télé-réalité issus
issus de minorités, parce que en fait c'est ce qui paye aussi, c'est de les voir dans ces stéréotypes-là. Donc tant que ça va rapporter aux productions, je suis pas sûre qu'elles se disent en vrai faut qu'on change, tu vois. Je vois. Ouais, tant que les gens ils arrêteront pas de regarder quand on est maltraité, ils vont continuer surtout à le faire. Surtout que la télé, c'est souvent aussi capitalisé sur des trucs qu'on va te dire de toi. Oui. Donc, mais est-ce qu'il faudrait pas du coup dire à ces candidats-là ne participez plus, ne participez mais aussi... encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue finalement. Voilà, et du coup s'ils participent plus, il y a plus de représentation. Et après, est-ce qu'on est dans ce truc de en vrai, tant mieux qu'on soit pas représenté là-dedans. Ouais. Mais comme on disait, c'est aussi un mini-monde. Et dans le mini-monde, on est là aussi. Donc ouais. Et pourtant. Non, la télé-réalité, c'est problématique. Et toi, on peut faire 1 heure sur ça. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé autour d'Ebony, ça témoigne du colorisme. En fait, le fait que ce soit une femme foncée, ça dérange parce que il y a des représentations noires, mais c'est toujours des femmes claires, qu'on se dise la vérité, vrai. Tu vois. Et là, le fait que ce soit une femme noire qui brille, comme Aya par exemple, et que ça dérange autant. Moi, ça me gonfle en fait. Et pourtant, je suis une femme claire. Et pourtant, c'est pas pour autant que je me dis moi, pour ma part, c'est bon de mon côté. Non, en fait, c'est pas normal, tu vois. Et là, ça l'a encore une fois montré avec Ebony. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Dans tous les cas, ça reste une femme. Et en plus, c'est des femmes talentueuses. Moi, c'est vraiment le genre de truc, je peux vraiment m'embrouiller, tu vois. C'est pour ça, même par rapport à ce que tu disais, le fait qu'on ait été inondés sur les réseaux, il y a des fois où je regardais pas. Parce que vaut mieux pas, tu vois, même les commentaires affreux, t'as dit un peu ceux qui sont le plus ressortis, mais de moi-même, je ne suis pas allée voir pour constater de mes propres yeux le racisme. Moi, j'ai un pote qui m'a dit que pour lui, les résultats de la Starac, c'était genre le prémisse des résultats des élections. J'étais genre, arrête de dire ça. C'est un peu politique, malheureusement, tu vois. Mais bon, écoutez, on espère... En tout cas, moi, je pense qu'il faut jamais cesser de dénoncer. Vraiment, pour le coup. Bien sûr. Pour le coup. C'est la pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi qui débriefe l'actu, culture et société. On revient ce soir sur la place des personnes racisées et plus précisément des personnes noires à la télé. Il y a encore à faire pour avoir de la représentation. Vous savez, dans la pluie et le beau temps, on vous parle de l'actualité d'aujourd'hui, mais aussi de celle d'hier pour vous raconter les évolutions sociétales et culturelles. On avait choisi naturellement de vous parler des figures noires emblématiques dans l'histoire des médias, mais force a été de constater qu'après beaucoup de recherches, franchement, il a été difficile de les trouver. Pour le fun, on a même demandé à ChatGPT. On a tapé qui a été la première personne noire en France à la télé, aussi loin que la télévision ait existé. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? De quoi ? Le premier noir à apparaître à la télévision française est souvent considéré comme le comédien et animateur de télévision Marius Colucci, qui a fait ses débuts dans les années 50. Alors moi je tape Marius Colucci sur Google. C'est pas je tombe sur le fils de Coluche. Faut pas écouter ChatGPT là. Tous les gens qui font leur mémoire avec ChatGPT, c'est ça vraiment que vous voulez ? N'écoutez pas ChatGPT. Donc vraiment c'est n'importe quoi et c'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué et à quel point c'était rare à l'époque. Au final, moi j'ai choisi de vous parler de Sidney, l'une des premières personnalités médiatiques françaises de la culture hip-hop en France. Il est le premier animateur radio-télé noir du pays. Hier et aujourd'hui. On est en 1984, à une époque où la culture hip-hop prend de plus en plus d'ampleur auprès de la jeunesse. Et du coup, tous les dimanches sur TF1 pendant 1 an, les jeunes ont droit à une émission qui est 100% dédiée à cette culture urbaine qui arrive tout droit des États-Unis à 1 heure des grandes écoutes. À l'époque, c'était juste après la série Starkey et Hutch. Donc voilà, nous on n'était pas encore nés, mais on sait que c'est... Ça fait pas Starkey et Hutch. Et à l'époque, l'émission s'appelait HIP HOP. J'aime bien moi. Ouais, trop sympa. Trop stylé. C'était dans un décor urbain qui était censé rappeler le ghetto de New York. Il y avait des graffitis, des échafaudages, tu vois. Ils avaient vraiment le style à l'ancienne et tout. Valérie Damido était passée par là. Ouais, très HIP, HOP. Tu aimes le rap? On va te mettre des graffitis. Le hip et le hop. En tout cas, trop cool le délire de l'émission. Et du coup, l'animateur s'appelle Sidney, son vrai nom Patrick Duteuil. Encore aujourd'hui, les gens se souviennent de lui pour avoir popularisé ce genre nouveau et surtout fédéré la jeunesse avec son traditionnel Bonjour les frères et les sœurs. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1. Oh.
Non, vraiment, Sydney, merci. Non, vraiment. En vrai, c'est bien. Hein. Même pour aujourd'hui, je trouve ça j'aime sympa. bien. Grave. Regardez sur YouTube et tout, c'est trop stylé. Ok. Il y a vraiment un délire en mode sitcom à l'ancienne et tout. Et en ayant reçu des pionniers du mouvement hip-hop, le premier présentateur noir à la télé française a même reçu les honneurs du New York Times, malgré une seule et unique saison sur TF1. Cette émission, elle est vraiment gravée dans les mémoires de toute une génération. Et à l'époque, Sydney était DJ et animateur. Il avait même son émission de radio dédiée aux musiques noires dès 1981. Un pionnier. Aujourd'hui, il est producteur, musicien, DJ, directeur artistique. Pas comme tous les DA là d'aujourd'hui. Là. Il est vraiment directeur Tout le artistique. monde est DA, j'ai l'impression. DA. Ouais, Ah, c'est ouais. je suis dans la DA. Et ça, c'est Et grave quoi ma ta DA. Ouais. En tout cas, son nom, Sydney, reste dans les mémoires puisqu'il incarnait une sorte d'avancée pour la représentation. Après, même si aujourd'hui d'autres personnalités ont pris le relais en France, ça reste quand même un vrai sujet, notamment du côté des femmes noires, Leïla. Ouais, et en 2004, du coup, c'est avec l'arrivée d'Audrey Pulvar à la tête d'un journal télévisé national. Enfin, à ce moment-là, c'était vraiment une avancée, mais aussi un triste rappel du manque de représentation du paysage médiatique français. Il avait du coup fallu attendre des décennies depuis l'apparition de la télévision pour qu'une femme noire puisse occuper un rôle aussi central dans un média de masse. Elle a incarné du coup un symbole et a prouvé qu'un visage noir pouvait représenter la rigueur et la légitimité d'une figure d'information, un domaine encore du coup largement dominé par les hommes blancs à l'époque et encore aujourd'hui. Ouais, et son succès est resté isolé, bien qu'il ait été marquant à l'époque. Ouais, Audrey Pulvar, du coup, elle a brisé le plafond de verre, mais elle n'a pas brisé les murs contre la diversité, du coup. Enfin, parce que la diversité, du coup, est restée rare, ce qui a exposé les pionniers à des critiques acerbes, à des attaques racistes ou sexistes. Et Audrey Pulvar, elle n'a pas été épargnée. Elle a dû prouver en permanence qu'elle méritait sa place. Et près de deux décennies après l'arrivée d'Audrey Pulvar à Soir 3, les progrès ils restent toujours insuffisants aujourd'hui. Certes, les chaînes françaises, elles affichent désormais des visages plus divers dans leurs programmes, mais ça reflète pas encore fidèlement la réalité de la société française. Et vous savez, sur ça, moi j'ai une anecdote où quand j'étais en école de journalisme, on m'avait dit, toi t'as de la chance, t'es à la mode. Tu vois, genre... Parce que tu rentres dans les quotas, il faut... Parce que t'es Ouais, métisse, et en fait, il nous faut des métisses en télé. C'est ça. Mais Toi aussi le JT de l'école de journalisme. C'était moi parce que j'étais Toi, à t'as la été mode. présentatrice Parce que moi aussi, on m'avait proposé et j'avais dit non. Enfin, moi, j'avais préféré faire une chronique, mais... Tu vois, t'étais la Audrey Pulvar Ouais. de ton école de journalisme. Non, mais on rigole, mais en vrai, c'est grave. La vérité, c'est un Tu nous as déjà red parlé flag. du maquillage. Ah oui, le maquillage. Genre, en gros... On t'a maquillée, t'étais grise. C'est ça. Ah, une Enfin, maquilleuse même qui grise, sait pas c'est gérer les juste, peaux elle noires. savait- C'est exactement Ouais, ça. écoute, Et ça, j'ai pleuré. Mais c'est même récurrent. pas géré, c'est juste elle a même pas le matériel, tu vois. C'est une dinguerie. Et Mais j'ai c'est très pleuré. récurrent, vous savez. Ouais. Et du coup, il y a énormément de personnalités noires qui viennent maquiller et Ouais, qui se maquillée débrouillent. ou avec leur propre Leur maquilleuse. Et glam encore, team, ouais. faut avoir les moyens d'avoir Ah oui. une glam team. Moi, je Exactement. sais pas me maquiller trop bien. Ouais, Enfin, tu te dis tranquille, on va me c'est maquiller, chiant. au Et final, tu même, ressors tu grise. te dis ça pour la coiffure, tu te dis ça pour le maquillage au final. Donc ça veut dire qu'on est destiné à être négligé à la télé. Je Ça comprends va pas. Sachant que quand on Jamais. se coiffe pas, entre guillemets, on fait des remarques. Alors, Ouais. Ah, mais ça aussi, c'est tout un sujet, je te jure. non, mais On a du coup, tellement ouais. de choses à dire. Mais là, on t'écoute. Mais du coup, pour continuer, selon une étude du CSA publiée du coup en 2022, les personnes perçues comme non blanches restent largement sous-représentées dans les médias audiovisuels, en particulier dans les rôles de pouvoir et des positions prestigieuses. Et le problème, il est structurel. Les médias, ils reflètent les inégalités systémiques de la société. Donc déjà, ça commence par l'accès aux écoles de journalisme, les réseaux professionnels et même les préjugés inconscients des décideurs qui favorisent encore une homogénéité et qui perpétuent l'exclusion. Et la représentation dans les médias, c'est pas une question de cosmétique ou de politiquement correct. Elle est vraiment essentielle parce que les médias, ça façonne aussi notre perception du monde. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je voulais vous raconter l'histoire de Marianne Anderson. Vu qu'on parlait d'Ebony avant, elle, c'est une des premières chanteuses noires qui a été reconnue à l'international. Wow, stylé. Ouais, j'avoue que je la connaissais même pas avant de faire mes recherches. C'est le moment d'expliquer à la France qui elle est. Mais pourtant, sa vie est passionnante. Donc, Marianne Anderson était descendante d'esclaves. Elle est née à Philadelphie en 1897 dans un milieu modeste. Et elle s'est mise à la musique dès son plus jeune âge. D'ailleurs, elle avait déjà une voix magnifique, ce qui lui a valu d'être rapidement repérée dans les églises afro-américaines et de s'y produire dès 10 ans. Ouais, et dès ses premières apparitions en public, elle a apporté à sa musique des airs de negro spiritual. Ouais, exactement. Il s'agit du coup d'une musique religieuse qui était chantée par les esclaves. Et c'est un genre qui est souvent considéré comme l'origine des chants gospel. C'est vrai. Ouais, Ouais. c'est un héritage dont elle a été très fière. Et au bout d'un certain temps, elle s'est dit qu'elle avait envie de se perfectionner dans son art et que ce serait chouette de passer par une école de musique dans sa ville.
Mais à ce moment-là, elle va être refusée parce que noire. Alors elle va continuer dans son coin et mener son combat antiraciste de manière très pacifique. D'ailleurs, il y a une phrase d'elle qui ressort souvent qui est « On perd du temps à haïr les gens ». On en pense quoi ? Gaulle, Ouais, elle on a perd bien du raison. temps, on perd de l'énergie. Moi j'adore haïr des gens, des choses. Ah ouais, moi je trouve que c'est une perte de moi, temps et d'énergie, concrètement. Ah ouais. On te déteste, ok, pas de soucis ma belle, regarde-moi bien avancer. Y a pas Moi, de c'est souci. même pas Mais moi je trouve regarde-moi que avancer, c'est moteur même. Genre ça m'aide à vivre haïr ouais des trucs. Ah ouais. Ça te donne une. moi, vraiment, ça te donne la rage de Je vaincre. pensais que vous alliez être d'accord avec moi. On en Ah pense non. quoi? Ah non, moi je non, trouve vraiment, c'est. moi, je m'en pète. Ah ouais, Enfin, moi, déteste-moi, mince. j'ai pas ton temps. Genre vraiment. Ah bah moi je vais Moi, c'est même pas j'ai détester pas aussi. ton temps, mais. Moi, j'ai vraiment trop la flemme des trucs comme ça. Bah t'as pas le temps. Parce que, Du coup. moi, je suis désolée, j'appelle ça les trucs de clochard. Et je déteste les trucs de clochard. donc- Clochard. Donc tu fais des trucs clochardards. Bah, j'avoue, moi, justement, c'est peut-être problématique, mais je suis pas fan de la bienveillance. Genre, je trouve que à son paroxysme, ça devient vraiment. Ça peut être une je dis ça en unpopular étant opinion. bienveillante, mais. Ouais. J'arrive pas à comprendre ton point de vue, mais. Tu peux nous le réexpliquer après, on prendra le temps d'en discuter, Non, d'en mais c'est un débattre. truc parce que où il y a je trouve même que ça un peu mérite réflexion. Virginie Despentes qui en parlait, de dire que. Enfin bon. On en parlera On en- après. ouais, Dans réfléchis un à ton- unpopular opinion. réfléchis à ton propos, C'est c'est ça. intéressant. Il y a En un tout débat. cas, elle, sa force bienveillante va payer parce qu'elle commence à devenir une artiste reconnue malgré le fait qu'elle chante principalement dans des églises, et elle deviendra la première femme noire à signer un disque chez RCA Victor avec son titre Deep River. Malgré le fait qu'elle fasse de plus en plus de concerts, elle sera interdite dans certains festivals, toujours parce qu'elle est noire. Parfois, même quand elle jouera, elle sera exclue des loges, d'autant plus qu'elle n'avait pas droit de réserver d'hôtel à son nom et que pour s'y rendre, elle devait voyager dans les wagons attribués aux personnes noires. Et il y a eu un moment de bascule dans sa carrière. Ouais, c'est ça. Parmi tous ses comportements discriminants, elle était quand même admirée, et notamment par Eleanor Roosevelt, qui du coup lui permettra de chanter devant le Lincoln Memorial, malgré le fait qu'il y ait une clause white only. Et d'ailleurs, c'est elle qui inspirera Martin Luther King, parce que 24 ans plus tard, il y prononcera son fameux discours I Have a Dream au même endroit. Dans les années 50, Marian Anderson, elle deviendra une icône et elle marquera l'histoire en 1955 parce que ce sera la première afro-américaine à chanter au Metropolitan Opera, qui était la salle la plus prestigieuse des États-Unis. Suite à ça, elle va conquérir et les États-Unis et même l'Europe. Et ce qui est ironique, c'est qu'en fait, pour sa tournée d'adieu en 1964, elle débutera au Constitution Hall, donc une salle qui lui avait dit non à l'époque pour sa couleur de peau, justement. Et bah voilà. Trop beau. Comme Boucle quoi. bouclée. Exactement. vrai, ouais. Comme quoi la preuve. Tout peut arriver, il faut jamais baisser les bras et toujours croire en ses rêves. 19h38, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, restez branchés, on vient dans un instant pour un sujet musique, cinéma, pardon. Cinéma On a féministe. trop parlé On de a trop musique. parlé de musique. En attendant, place au reco sur notre premier sujet du jour. Les recos de la pluie et le beau temps. Florence, j'ai cru comprendre que tu avais une reco culturelle. Oui, c'est un petit livre que j'ai lu en fin d'année qui m'a énormément plu, qui s'appelle Vous ne baiserez pas. D'accord. De Naya Ali. Le titre, il est là, mais en gros, Naya Ali, c'est une autrice noire. Du coup, D'accord. c'est un peu la Carrie Bradshaw 2025. J'aime bien déjà. Là, tu m'as déjà vendu le Carrie truc. Bradshaw, Sex and the City. Une de Ok. mes séries préf du monde. Et du coup, c'est un essai, et dedans, elle raconte que, en fait, si la misère sexuelle, elle devait exister, ce seraient les femmes qui la subiraient, puisque même si on a plus d'opportunités, bah nous, elles sont plus violentes, elles sont plus médiocres aussi, tout simplement, et qu'en fait, en faisant le tri, on n'a plus envie de baiser personne. Et pour documenter son propos, bah, elle retrace l'historique de sa propre vie sexuelle et affective, et justement l'expérience de la misogynie noire, où elle explique qu'on s'intéressait à elle en la fétichisant ouvertement, etc. Donc c'est hyper intéressant, et je pense que c'est pas que réservé aux femmes, aussi un homme qui lit ça. Ah bah je oui, pense pour qu'il le va coup. apprendre C'est un plein de green choses, flag, et- du coup. Il va Ouais, prendre à part conscience. s'il s'en sert après, qui non, tu vois. Et alors écoute, j'écoute. On t'a j'ai lu, discriminé, je Vous vais ne faire la baiserez même pas. chose. Ouais. Et je ne t'appellerai Ouais. pas ma tigresse. Et en fait, elle est hilarante parce qu'elle part de trucs mais anodins, genre en fait les mecs qui ont des appartes vides tout blancs témoins là, ou même ceux qui viennent en t-shirt blanc, enfin tu vois, genre des trucs trop bêtes, Tout bête. Ça vient de là qu'on fait du t-shirt blanc. ou même
de la raclette pour pas être fétichisée, elle dit moi j'aime la raclette, j'aime aller. D'accord. Elle normalise des trucs totalement normaux dans notre société. Pas. D'accord. Et donc non, c'est trop bien. C'est drôle. C'est génial. Ok, écoute, intéressant. Voilà. Tu m'as donné envie de dire. Moi, c'est le documentaire qui est sorti en 2020, Où sont les Noirs de Rokhaya Diallo. J'ai beaucoup aimé ce documentaire il y a 5 ans maintenant. On est déjà en 2025. Waouh. En tout cas, elle y relate le combat des personnalités noires pour se faire une place dans le cinéma français ou à la télé. C'est exactement ce dont on vient de parler. Et elle y expose aussi les discriminations auxquelles tous ces gens-là doivent faire face. Il témoigne et c'est criant de vérité. Ça nous parle aujourd'hui plus que jamais, bien sûr. Où sont les Noirs sur les écrans français ? Ne pas se voir, c'est déjà une violence symbolique très importante. Parce que, en gros, ça veut dire tu n'existes pas. Où sont les premiers rôles ? C'est compliqué parce qu'en France, on adore mettre les gens dans des cases. C'était le noir de banlieue, le sans-papier. Des castings de prostituées. Dealer, voleur, esclave, racaille, blédard. Toujours les mêmes rôles, toujours les mêmes. On en a parlé tout à l'heure. Je l'ai vu, ça me dit un truc, mais. Ouais, il est sorti il y a 5 ans, donc. En tout cas. C'est possible que j'ai vu, mais en tout cas, ça donne trop. Où sont les Noirs ? C'est très intéressant. C'est quoi ta reco, Leïla ? Alors, moi, #gourmande, j'en ai 2. D'accord. J'ai le dictionnaire critique d'Ayana Kamura, écrit par Ismaël Merighetti, qui était là l'année dernière. Et du coup, il revient sur le concept de misogynie noire, il revient sur son succès, sur le fait que. On demande souvent aux gens issus des minorités de limite s'excuser d'être là et que quand ils ont trop confiance en eux, c'est quelque chose qu'on rabaisse beaucoup. Super intéressant, ça commence par A comme Holness, ça finit par Z comme Zouk. Trop bien. Donc, trop bien. Ça se lit en 30 minutes, allez, 1 heure. Trop bien. Et ma deuxième reco, c'est le clip d'SDM que j'ai regardé tout à l'heure, Quartier Santos, qui est sorti un peu en surprise. Il est exceptionnel. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il rate ? C'est la première fois où je vois un de ces clips et où je me dis oh waouh, c'est vraiment très beau, c'est tout très sombre, travaillé, c'est magnifique. Les mecs qui se transforment en cailloux quand la meuf elle les touche, enfin genre trop beau. Tu devrais regarder. C'est vraiment toi, ça te plairait. Il est magnifique. Et le mannequin on dirait Lucenzo Yakuza, j'étais en mode mais est-ce que c'est elle ? Une belle femme noire. C'est ça qu'on aime. C'est l'appui et le beau temps, l'hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Mais pas que, vous commencez à nous connaître, je pense, même depuis l'année dernière. On est là pour débattre. La pluie et le beau temps. Alors, j'avais pensé à un truc par rapport à tout ce qu'on se disait par rapport à Ebony. Le fait qu'elle ait perdu, en vrai, je trouve que c'est un mal pour un bien. En vrai, j'ai voté pour la soutenir. Phrase de jalouse. Non, au contraire. Contente, mais... Au contraire, j'espère que ça va lui permettre de rentrer dans un label dans lequel elle saura vraiment exprimer son art et sa personnalité. De pas être le produit TF1. Exactement, qu'elle fera ce qu'elle veut, qu'elle fera ce qu'elle aime, qu'elle n'aura pas de clause, de trucs à suivre. Après, dans tous les cas, la visibilité, elle l'a gardée, enfin, elle l'a grattée, tu vois. Bien donc, sûr. C'est vrai que, à part avec le gros exemple Pierre Garnier de l'année dernière, les candidats qui gagnent, c'est pas forcément ceux qui carrément font une carrière impressionnante. Et même au-delà de ça, tu vois, Pierre Garnier, il avait déjà son identité et même il avait fait son hit, si je dis pas de conneries, pendant l'émission. Il me semble. Voilà. Et donc, en vrai, c'était déjà déjà tout tracé pour lui. Mais pour revenir à ce que tu dis, effectivement, t'as raison. Si tu prends les anciens gagnants, tous disent que leur premier album, c'était pas eux. Tu vois, oui, parce Jennifer l'avait dit. Il faut rester sur les gens qui t'ont soutenu pendant la Star Academy, puisque c'est eux. Aussi, c'est un public très lisse parce qu'il y a beaucoup d'adolescents. C'est très familial, machin. Et du coup, le jour où tu fais ta propre musique et tu exprimes vraiment qui t'es artistiquement, tu peux perdre cette part d'audience, tu vois. Ouais. Et finalement, je me dis, finalement, c'est pas plus mal. Au moins, tu rentres, tu fais directement, tu montres à la France qui tu es, au peuple français, à la France qui t'es, à ton public. Ça passe ou ça passe pas. Donc finalement, je me dis, c'est un mal pour un bien. J'ai voté, j'ai donné 1 euro, mais en vrai... En vrai, il y a peu d'inquiétude vu à quel point les stars la soutiennent et proposent tous de faire des choses avec elle. C'est ça, exactement. Et en plus, elle a confiance en elle. Donc, je pense qu'elle va... moi, c'est ça ma unpopular opinion, c'est que j'ai l'impression qu'on prône beaucoup la confiance en soi. Ah, ouais. Et quand une personne est super confiante et... j'ai l'impression qu'on lui reproche de pas être assez humble. Grave. De trop... de trop... De se la péter, d'être hautaine. De croire qu'elle est au-dessus de tout. Moi, c'est un truc, ça m'énerve de fou. Et moi, j'ai l'impression que les gens qui reprochent ça sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et ça les dérange. Ça les renvoie à leur propre insécurité. Et dans le sens où, mais Aya, elle mange ça tous les jours. Oui. Aya, mais tu vois, oui, c'est ça. Elle est hautaine, elle est si. Non, elle est juste elle. Et elle s'en fout. Ouais, en fait. et elle va pas.
sais, elle va pas être en elle mode. va pas jouer un rôle. Pardon. Oh non, mais il y a des gens qui me trouvent moche, mais moi Après, aussi, je me moi, trouve pas moche. Je reste pas d'accord parce que je trouve que c'est toujours plus valorisant et par la majorité d'être extraverti que d'être introverti. Je trouve qu'au contraire, les gens qui ont pas confiance en eux, qui sont réservés, qui machin, bah, c'est eux qui prennent tous les mauvais commentaires plus que les gens qui se montrent et qui. Du coup, tu trouves, j'ai pas compris, tu trouves que c'est mieux d'être extraverti? Il y a pas de mieux ou pas mieux, mais pour moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on valorise moins les personnes extraverties que introverties ou qui ont confiance en elles, quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens qui ont confiance en eux, surtout quand c'est des meufs, on est en mode elle se la pète, elle. Mais oui, mais grave. Moi, je trouve que c'est pas la majorité qui ouais, dit ça. Bon ouais. Mais pourquoi on est pas sur la même terre? Attends. Alors, ici la Terre, est-ce que tu vis dans la planète Terre? Oui. Bah non, mais au contraire, on est genre, ouais. Mais attends, je crois qu'on. Alors, on a peut-être pas les mêmes algorithmes alors. Peut-être que toi et moi, on est en mode waouh, hein, mais. Non, parce que, non, au contraire, c'est juste le cas Aya est vraiment parle de lui-même. Et moi, je trouve que ça se transpose sur plein d'autres meufs, hein. Bah ouais, bah même Bonnie pour le coup, tu vois. Ouais, et même dans la vie de tous les jours. Moi, c'est plutôt cas de vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours où les meufs qui disent qu'elles sont trop belles, on est en mode bah justement, tu vois, je trouve que ces cas-là, genre tout à l'heure, on disait que la télé-réalité, ça a exacerbé les trucs et tout. Bah là, ce qui arrive à Aya et Bonnie, c'est grave. C'est des trucs de ça la montre vie de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Imagine, t'es là, tu dis tous les jours, je suis trop belle. Mais genre, t'es vraiment sérieuse. Hein. Mais moi, quand je le dis, je suis super sérieuse. Est-ce que tu trouves est-ce qu'on te fait des remarques? Mais on me dit tout le temps, mais comment c'est possible d'avoir autant confiance en soi? Je suis en mode ouais, mais après, toi, tu le fais dans un cadre où on se connaît, donc on rigole parce qu'on te connaît. Mais même avec les gens que je connais pas, je sais que je suis belle. Et donc, tu sais. Mais non, est-ce que tu penses que ces gens-là, ils sont en mode elle est vraiment cool cette fille? Bah non, oui. Mais Florence, moi, on m'a déjà dit. On m'a déjà dit, mais rigole. Attends, en régie, lève un pouce si tu penses que Flo elle est à l'ouest. Ah merci. Alors, vous l'avez pas vu, mais il y a 1-1. Il a dit non. Mais super, le 1-1. L'autre 1, il est jamais d'accord avec rien. Donc... Et en plus, c'est un mec. Franchement, tu penses que les femmes se disent oh, elle est trop cool? Oui, mais tellement oui. Mais non, moi je pense que c'est un truc qui dérange plus les mecs par contre. Ah bon? Mais oui. Mais en fait, on vit pas sur la même terre. Parce que, mais moi, combien de fois de la part de mecs j'ai entendu mais pourquoi toi-même tu dis que t'es belle? C'est à nous les hommes de te dire que t'es belle. Et moi je suis en mode des mêmes gars. Wow. Et mais toi les gars ils sont comment? Ils sont en mode au contraire, au pire c'est pas t'es arrogante mais c'était intimidante et c'est d'un point de vue un peu cool genre mais ah non, pour moi c'est juste des gros jaloux. Au contraire, j'ai souvent entendu que les hommes avaient beaucoup de mal à venir vers une femme qui est trop confiante parce qu'ils se disent ils vont se faire têche. Fragiles. Ouais, mais ça c'est on les veut même pas. Venez pas. Et carrément hier je suis tombée sur un TikTok d'un gars qui disait je vais vous dire toute la vérité sur les mecs. Alors lui déjà, il est sûr qu'il s'est fait sa monnaie TikTok parce que tout le monde regarde jusqu'à la fin et il disait les mecs ils aiment la facilité donc des meufs qui sont un peu trop sûres. Bah justement, il disait littéralement ça. Les meufs un peu trop sûres d'elles, on va pas vers elles. C'est quoi ce masculin de fou? C'est pour ça aussi que pour moi, beaucoup de gars aiment les chiens et les meufs les chats parce qu'ils aiment bien des trucs qui dressent et qui ferment leur gueule. Mais en vrai, il y a un concept dans ce qu'elle dit. C'est pas con. Moi, cette information me plaît donc elle est vraie. C'est pas con. C'est pas con. Il y a un truc, mais du coup, c'est quand t'es trop timide. C'est quoi le... Est-ce qu'il y a est-ce que c'est problématique? Moi j'ai un unpopular opinion qui est problématique, j'avoue. Parce que quand j'en parle avec mes potes... la bienveillance, non. Par contre, sois pas trop timide, sinon tu peux... Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais faut m'écouter jusqu'au bout parce que c'est un peu particulier. Moi je trouve que les personnes timides, c'est les personnes les plus égoïstes sur Terre. D'accord, développe. Parce qu'en gros, pour moi... En gros, c'est le fait de, quand tu as une discussion avec quelqu'un, en fait, de même pas écouter l'autre, mais tout le temps se regarder soi. Et tout le temps se demander, mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Et du coup, s'empêcher, se sentir mal, etc. Et c'est un vrai handicap. Et vraiment, je dis pas que on peut changer comme ça et que machin, mais c'est quand même, pour moi, les gens qui se regardent le plus. Et donc, c'est les plus égocentrés. Ouais, j'ai de l'empathie, mais d'un autre côté, je me dis, mais... c'est hyper narcissique. Enfin, ouvre-toi au monde et peut-être que tu penseras moins aux trucs qui te bloquent. Ouais. Est-ce que tu mets timide et introverti dans la même case? Non. Pour moi, timide, c'est ce truc de, en fait, je fais pas des choses parce que j'ai peur, j'ose pas, j'ai peur d'avoir honte, de machin. Okay. Donc moi, c'est vraiment un truc d'action et de regard des autres. Et donc c'est en ça que
Parfois, je vois des gens très timides. Eux, ils se sentent pas égoïstes, au contraire, parce que c'est quelque chose qui les bloque. C'est vraiment un poison limite pour eux. Et des fois, mais c'est pour ça que je dis que c'est problématique que je dise ça. Et qu'en vrai, je dis pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est déjà dommage et pour eux parce qu'en plus ils s'empêchent des choses, mais aussi que après, c'est super égoïste. Être timide, je pense que c'est quelque chose qui se contrôle pas et qui ça s'apprend en vrai à ne plus l'être. Oui. Tu vois. Donc et c'est leur dire ça que je le dis. Voilà, et leur dire c'est dommage. En réalité, je pense qu'ils le savent déjà. Je crois que c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui disent putain, par exemple, le simple fait de prendre la parole en public. Ouais. On a commencé très jeune à l'école. Et si vous regardez bien, il y a plein de. Enfin, mais ça veut rien dire parce que moi j'ai très peur de prendre la parole en public. Si là il y a des gens en face de moi, je pourrais pas. C'est quand même assez paradoxal avec ton métier. Mais regardez, mais parce qu'on est dans une salle, on est trois. Et même ça, c'est faux. Genre le premier jour quand on est arrivé, on a dû hurler dans des coins pour genre faire passer nos peurs parce qu'on avait super peur. Mais après, on l'a fait parce qu'il y a aussi un truc. Qui a fait ça? Non mais elle a hurlé tout seul. Qui a fait ça? J'ai pas crié. Hein. Moi, j'étais stressed, hein, mais je suis pas partie crier. Tu connais comportement. Voilà. Je suis pas partie crier. Pas comportement parce que je ne me regarde pas. Tu fais semblant. Mais c'est vrai que mais ouais, prendre la parole en public, moi, c'est mort même. Ah ouais? Bah, je l'ai fait une fois cette année et je suis en mode on le refera. Ouais. À voir. Et toi, prendre la parole en public? Non, ça va. Ça va? Ouais, j'aime bien même. Et t'es pas timide du coup? Non, mais c'est un truc qui se travaille justement. Exactement. Je l'ai travaillé. Et bon, bah écoutez. Les timides, arrêtez. Non, si on a pu. On a résumé là. Voilà, j'ai l'impression d'être Thibaut InShape du coup, mais pas du tout. Vous a motivé. T'es en dépression. Arrête. T'es triste. Arrête. Pas du tout les gens. Le conseil inutile. Mais genre vraiment. Non, j'ai pas dit arrête. J'ai dit peut-être tu te regardes beaucoup, peut-être prends en conscience. Non, mais c'est vrai, c'est de l'auto-jugement. C'est tout. C'est peut-être.